bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Le monde de la musique en effervescence aujourd'hui, 21 juin, date à laquelle l'humanité célèbre la journée de la musique. Plusieurs activités commémoratives sont organisées à travers le monde. La voix, thème de cette grande fête musicale. Tous les procureurs généraux d'Afrique sont dans nos murs. Depuis ce matin, ils prennent part à la réunion du comité exécutif des procureurs généraux d'Afrique. En santé, la province du Kasaï oriental sur le qui-vive. La fièvre jaune refait surface dans cette partie du pays, de partout où vous nous suivez. Bienvenue à cette dernière édition d'information de la journée. Tout d'abord, nos pensées sont tournées vers nos compatriotes de l'Est du pays, confrontés à l'insécurité et à la violence imposée par des forces négatives. Chaque 21 juin, tous les amoureux de la combinaison des sons d'une manière agréable à l'oreille fêtent l'art du temps, la musique. Cette année, le monde musical veut promouvoir la musique et encourager les musiciens amateurs à se produire. En ce jour mémorable, nous pensons à Jacques Lang, l'inventeur de cette journée. Direction l'hôtel du gouvernement où tous les procureurs généraux d'Afrique se réunissent pour prendre part à la réunion du comité exécutif des procureurs généraux sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ces assises ont été ouvertes par le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, nous dit Guy Matundu. Pour le ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba, ces procureurs sont des véritables boucliers contre les abus. Il y a donc nécessité de mener une lutte ensemble dans l'Union, comme celle qui réunit les procureurs du continent. Flori Kabange Numbi, le procureur général de la RDC, est revenu sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption, avant d'émettre le vœu de voir la justice régner sur le continent. Le Premier ministre Matata Ponyo a insisté sur les réformes engagées dans le pays pour huiler la machine judiciaire. Et la République démocratique du Congo s'est engagée depuis plusieurs années dans une réforme ambitieuse de son système judiciaire avec, pour toile de fond, la mise en place de l'architecture juridictionnelle nouvellement prescrite par les constituants et la garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette dynamique a conduit le gouvernement à pouvoir inscrire à sa feuille de route les axes prioritaires d'intervention ci-après. L'amélioration de l'accès à la justice, le développement de la justice pour enfants, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'assainissement du climat des affaires, la réforme pénitentiaire, les droits humains, qui traversent dans tous ces secteurs, mais qui doivent aussi déterminer des actions spécifiques pour les aspects. La clôture de cette réunion intervient ce samedi à l'hôtel du Fleuve. Guy Matundu revient pour nous apprendre que lors de son passage à Matadi, où il a lancé le tour cycliste de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a par ailleurs rencontré les notabilités de la province, les députés nationaux et provinciaux du Bas-Congo avec qui ils ont échangé sur plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'enseignement et la santé. Devant ce Gotha Né-Congo, Matata Ponyo a expliqué que la santé, l'agriculture, l'éducation sont des moteurs de développement et donc retenus prioritaires de l'action gouvernementale. Ainsi, le ministre Maker Mwangou de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a indiqué que 28 écoles sont en phase de construction et il compte atteindre le chiffre de 100 d'ici la fin de l'exercice. Félix Kabange Numbi lui a dressé une cartographie des différents centres de santé du Bas-Congo avec des hôpitaux à réhabiliter, ceux-ci équitablement repartis sur le dit territoire que compte la province. M. Vahamouiti a abondé dans le même sens en insistant sur la valorisation des écoles agricoles. Il s'en est suivi un échange avec l'assistance qui a admiré cette intervention du gouvernement central. Cette réunion est intervenue à la veille du lancement du tour cycliste de l'unité.
Nous sommes très heureux de constater que la dimension communication prend vie. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais si on ne les transmet pas, on manque quelque chose. Mais il y a eu également des éléments de fond. On a donné d'abord sens à ce qu'on appelle une politique sociale. Mais on a effectivement montré que ce qu'on est en train de faire, c'est pour le durable. On a pris l'exemple de 3 secteurs, et ça c'est épatant. Moi je le félicite, puisque de toutes les façons, nous sommes tous dans la même barque. Et je pense que c'est là des éléments qui vont nous permettre d'éviter d'être dans la politicaille, mais d'être réellement dans la politique, qui signifie la gestion de la cité, donner à cette cité un avenir, donner aux enfants de la République démocratique du Congo un avenir. Et ça, c'est vraiment la politique derrière laquelle nous devons nous rendre. À l'hôtel du gouvernement, la mise en œuvre de la dernière décision prise par le Conseil du gouvernement sur la création de Lumumba-Ville au Sankuru était au cœur des échanges entre le Premier ministre et les notables de Sankuru. Augustin Matata Ponyo a reçu également le bureau sortant de la Commission électorale nationale indépendante Gizengalola et Christian Ochudi. L'option prise par les gouvernements de créer dans les Sankuru la nouvelle ville dénommée Lumumba-Ville est saluée par la population de cette partie de la République. De notables ont voulu avoir des détails sur l'agenda dans le déploiement sur les plans à la fois juridiques et des infrastructures. La question a été au centre des entretiens avec le Premier ministre Matata Ponyo. Nous voulions voir avec lui comment cette décision allait se concrétiser sur le terrain. Comme vous savez, le Sankuru est un district qui est presque complètement enclavé. Et donc nous voulions voir avec lui, dans la perspective de la création de cette ville, comment le Premier ministre envisageait, particulièrement en ce qui concerne le désenclavement de la région. Les priorités qu'il faut envisager, c'est justement l'accessibilité de la région. Bien avant, le chef du gouvernement a échangé avec les bureaux sortants de la CENI. Matata Ponyo a encouragé Ngoï Mulunda et son équipe pour le travail abattu tout au long de leur mandat. En santé, la province du Kasaï oriental est en alerte. Le retour de la fièvre jaune fait déjà des victimes. Sur 62 cas enregistrés, 19 ont perdu la vie. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a officiellement déclaré l'état d'urgence. Il est au micro de Virginie Lofembe. Je déclare officiellement ce jour la survenue de l'épidémie de fièvre jaune dans le district sanitaire de Kabinda, dans la province du Kasaï oriental, et particulièrement dans les zones de santé de Lubao, Ludimbi Lukula et Kamana. Face à cette épidémie, j'invite la population tout entière à garder le calme et à vaquer à ses occupations habituelles en respectant les précautions de protection individuelle et collective que les professionnels de santé ont été chargés de disséminer dans la communauté, particulièrement dans les communautés les plus touchées par la maladie. Tous les voyageurs sont ainsi appelés à bien s'assurer de la validité de leur vaccination contre la fièvre jaune avant d'entreprendre leur voyage, et dans tous les cas où l'on n'est pas correctement vacciné contre la fièvre jaune, à se faire vacciner au niveau des centres de vaccination du programme national de l'hygiène aux frontières au moins 10 jours avant la date prévue pour votre voyage. Santé toujours, Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, accueille du 24 au 26 juin prochain la deuxième conférence nationale sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Les participants plancheront sur la manière de créer une génération sans VIH-Sida en République démocratique du Congo. Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique, annonce les couleurs de ce forum au cours d'une conférence de presse. Lisette Nsakala était là pour le compte de la RTNC. PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre les sida, organise du 24 au 26 juin 2013 à l'hôtel Caravia de Lubumbashi la deuxième conférence nationale sur le VIH-Sida et les IST sous le thème
Ensemble pour une génération sans VIH-Sida en RDC. Cette conférence va concrétiser la préoccupation du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui tient à une génération sans VIH-Sida sur toute l'étendue du territoire national. Et en prélude justement de ces assises nationales, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a tenu ce vendredi 21 juin une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle il a esquissé les grandes lignes de cette activité nationale. L'identification des stratégies novatrices susceptibles d'influencer positivement la riposte à ces fléaux figure parmi les objectifs de la conférence. Traversons les frontières nationales pour nous rendre en Ouganda où s'étiennent les pourparlers de Kampala. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, a rencontré sur place le facilitateur, nous informe notre envoyé spécial à Kampala, Robert Ndaye. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Raymond Chibanda, a rencontré ce vendredi 21 juin 2013 le facilitateur ougandais du dialogue entre les gouvernements de la RDC et le rebelle Belgium 23. La facilitation qui examine en ce moment les deux documents du projet d'accord qui sera soumis aux deux délégations pour signature dans le prochain jour, se veut rassurant quant à l'issue de ces dialogues. Immédiatement après cette rencontre, Raymond Chibanda, chef de la délégation congolaise à ses assises de Kampala, a échangé avec le délégué du gouvernement de la République démocratique du Congo. Question de faire les points sur l'évolution de pourparlers. Nous sommes prêts, nous l'avions dit à l'Assemblée nationale, à poursuivre les pourparlers avec le M23. Parce que nous ne ferons l'économie d'aucune démarche pour permettre que la paix revienne dans le Nord Kivu et pour permettre que ce soit une paix au moindre coût possible. Coût humain, coût matériel, coût financier. Mais il faut que si nous allons nous réasseoir et discuter, que ce ne soit plus pour philosopher, pour polémiquer, que ce soit pour convenir de modalités qui permettent de mettre fin à l'existence de la rébellion du M23. En dehors de nos frontières, toujours cette fois-ci au pays de l'oncle Sam, où le vice-ministre de la coopération internationale et régionale vient de New York, où il a pris part au conseil d'administration conjoint du PNUD, de l'UNFPA, de l'UNOPS et de l'UNICEF. Les pays participants ont abordé des questions liées au développement, nous dit Nancy Odia. Le vice-ministre de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengu, a déclaré que le gouvernement l'a mandaté pour faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux de la RDC. Plaidoyer visant à mobiliser le gap de l'ordre de 974 millions de dollars américains en vue de couvrir les budgets du nouveau programme quinquennal de coopération 2013-2017. Nous avons été très bien reçus, nous avons été compris. Il va falloir, une fois rentrés au pays, que nous puissions expédier auprès de ces hauts fonctionnaires internationaux, n'est-ce pas, les différents projets dans les domaines prioritaires, l'énergie, l'agriculture, l'environnement et la gestion de la population. Les interventions des agences EXCOM, à savoir le PNUD, l'UNFPA, l'UNOPS et l'UNICEF, sont d'un grand appui aux efforts du gouvernement congolais, notamment dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la gouvernance. Les experts congolais et ceux d'autres États ont pris une part active au débat engagé lors de ce conseil d'administration. Le nouveau cycle programmatique 2013-2017 de coopération entre le gouvernement congolais et les agences EXCOM avait été approuvé au cours de la première session ordinaire du conseil d'administration de janvier 2013. À l'issue du conseil d'administration, les participants ont élaboré le plan stratégique 2014-2017 du PNUD, dont les résultats seront soumis au prochain conseil prévu en septembre 2013. À Kigali, au Rwanda, où il se tient la tripartite République démocratique du Congo-Rwanda, HCR, le ministre de l'Intérieur, qui fait entendre la voix de la République démocratique du Congo, a boycotté à l'ouverture de ces assises l'initiative selon laquelle la cessation le 30 juin prochain du statut des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo. Au cas contraire, ils ne seront pas reconnus comme sujets rwandais, nous dit Oskar Balkaïch. La troisième réunion de la commission tripartite RDC-Rwanda-HCR sur les statuts des réfugiés s'est ouverte ce jeudi 20 juin à Kigali, au Rwanda. La délégation rwandaise est conduite par la ministre en charge des catastrophes et des réfugiés, Séraphine Mukatabana,
et celle de la République démocratique du Congo par les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mons. Les gouverneurs de provinces concernés par les questions des réfugiés sont représentés, c'est notamment le gouverneur Julien Paluku du Nord Kivu, Marcelin Chichambo du Sud Kivu et le vice-gouverneur du Katanga, Guibert Paul Yavchibal. Pour la partie rwandaise, c'est en principe le 30 juin 2013 que la clause de cessation du statut de réfugié, qui sont estimés à plus de 100 000 âmes vivant sur le sol congolais, sera mise en œuvre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, réitère sa position exprimée à Genève et à Pretoria quant à la non-application sur son territoire de cette clause au 30 juin 2013. Pour être réalisable, ces dispositions doivent être soutenues par des mesures concrètes visant à organiser pour les réfugiés des campagnes de sensibilisation au rapatriement. En dépit de ces divergences de vues, les observateurs estiment qu'un terrain d'entente sera trouvé. Dans l'entretemps, les discussions se poursuivent entre experts de deux pays pour une issue favorable à cette question des réfugiés rwandais. Retour au pays en prélude de la grande évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 3e session de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kananga au mois de mars dernier. Le vice-ministre de l'Intérieur, Ejude Ngokoso, a ouvert un atelier de préévaluation. Mirendeke Youssef Abedi. Les membres du gouvernement central et provincial participant à ces travaux ont pour mission d'apporter leur contribution à l'évaluation de la 3e session de la conférence de gouverneurs de province tenue du 18 au 19 mars dernier à Kananga. Le secrétariat permanent de cette conférence, conduit par le secrétaire général à l'Intérieur Xavier Mirindi, tient à s'assurer de la vulgarisation de la mise en œuvre des recommandations, de leur appropriation et également de la désignation de points focaux. Un chronogramme pour ce faire vient d'être déjà élaboré et prévoit avant la grande évaluation de septembre à l'Équateur de pré-évaluations dont celle tenue ce mois de juin et celle du mois d'août de cette année. Le vice-ministre à l'Intérieur, Ejude Michel Ngokoso, qui a ouvert ses assises, a invité toutes les parties prenantes à réaliser pleinement que les dites recommandations entrent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, à savoir la révolution de la modernité. Religion dans ce journal, Jean-Luc Schneider, apôtre, patriarche et chef spirituel de l'église néo-apostolique, vient de poser ses pieds pour la première fois à Kinshasa. À son arrivée, il a béni la République démocratique du Congo, qui constitue la plus grande église néo-apostolique au monde. Joël Ngenza l'a rencontré. Un hôte de marque en République démocratique du Congo. Il s'agit du chef spirituel de l'église néo-apostolique, l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider. Son séjour à Kinshasa coïncide avec le 150e anniversaire d'existence de l'église, avec pour devise « Une même foi, un même but ». À son arrivée à l'aéroport international de Njili dans la soirée du jeudi 20 juin, l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider a été accueilli par le représentant légal de cette église en RDC, Michel Depner, accompagné d'un demi-chœur de la chorale Kin Est. Dans son intervention accordée ce vendredi 21 juin à la presse nationale, le chef spirituel de l'église néo-apostolique a témoigné son satisfait vis-à-vis des fidèles de la RDC, car selon lui, l'église néo-apostolique en RDC est une grande famille. Pendant son séjour dans la capitale congolaise, l'apôtre patriarche va officier le samedi 22 juin un service divin des serviteurs et de leurs épouses dans la matinée. Les après-midi, une soirée musicale est prévue au studio Maman Ngebi de la RTNC. Le dimanche 23 juin, il se retrouvera avec tous les fidèles du Bandundu à Kikwit au stade du 30 juin pour un service divin. Le lundi 24 juin prochain, ce sera le tour des fidèles de Kinshasa au stade des Martyrs. Enfin, le mardi 25 juin 2013, avant de s'envoler pour l'Allemagne, l'apôtre patriarche aura une séance de travail avec tous les apôtres et évêques de la RDC. Congo-Ouest. Revenons sur l'incarcération des étudiants congolais en Inde. Les anciens étudiants congolais de l'Inde regroupés au sein d'une structure dénommée Diala ont remercié le gouvernement congolais pour avoir géré avec promptitude et sagesse la situation de nos compatriotes étudiants en Inde. Le président de cette structure l'a dit au micro de Nadine Toto. Nous, anciens étudiants de l'Inde réunis au sein de l'association dénommée DRC High Tech Alumni Association, en sigle Diala,
remercions le gouvernement congolais pour avoir décanté avec promptitude et sagesse la situation malheureuse survenue à nos étudiants congolais en Inde. La Diala demande aux étudiants congolais de l'Inde de se sentir à l'aise, de respecter les lois et traditions indiennes, sachant que notre pays a grandement besoin d'eux pour son développement. La Diala reste par ailleurs attentive et s'engage à accompagner les deux gouvernements, à continuer à privilégier les intérêts communs qui lient la RDC et l'Inde depuis plusieurs décennies. Car les deux pays ont des projets communs, notamment la construction du barrage de Katende au Kasaï occidental. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kaponji-Kalala, vient d'inspecter le transformateur 20 kVA posé à la sous-station Massina afin de décharger. Sa visite l'a aussi conduit à Ndjili où il a palpé du doigt les réalités des quelques cabines électriques. Edi Chala et Guilhem Konga étaient à sa suite. C'est un contrôle rigoureux et quasi systématique des infrastructures du courant électrique qui a conduit le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kaponji-Kalala, à la sous-station Massina Liberté. Ici, un transformateur 20 kV est installé depuis peu pour décharger cette sous-station qui alimente les communes de Massina, Kimbantseke et Ndjili. Avec une puissance totale de 45 MVA, le délestage est en nette diminution dans cette partie de la capitale. Dans la commune de Ndjili, le ministre a sensibilisé les habitants sur leurs responsabilités dans la protection des infrastructures et leur rapport à l'économie de l'énergie en éteignant les lampes une fois qu'on n'en a plus besoin. Il a en outre salué l'implication du bourgmestre de la commune de Ndjili dans la mise en place du comité local de surveillance du service de la SNEL. Ce comité travaille sur l'éradication des cas de vandalisme et fournit à la SNEL les informations utiles. Pour terminer sa mission, Bruno Kaponji-Kalala, accompagné de l'AD de la SNEL, ingénieur Eric Mbala, a visité quelques cabines comme celle du quartier 5 Ndjili 7 et du quartier 2 Ndjili 16. À Ndjili, les petits métiers, les ateliers mécaniques qui occupent les jeunes se révèlent comme éléments moteurs qui épargnent ces derniers des actes inciviques sur les outils électriques. Enseignement à présent, la République démocratique du Congo sera dotée dans les tout prochains jours d'une chambre nationale des métiers et de l'artisanat. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a ouvert la télé sur la réalisation de ce projet initié par la collaboration, avec la collaboration de la coopération technique belge, Chimel Kamoka. La RDC va mettre en place une chambre nationale des métiers et de l'artisanat. Le ministre de l'EPSP, Maker Mwangufamba, a procédé à l'ouverture de l'atelier d'information et d'échange sur l'effectivité de ces projets initiés en collaboration avec la coopération technique belge à travers le projet d'appui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Pendant 2 jours, les participants venus des différents corps des métiers de l'enseignement de la diaspora congolaise ainsi que des inspecteurs vont échanger sur la réalisation du dit projet. Le ministre Moker Mangou explique l'objectif de la Chambre nationale des métiers et de l'artisanat. La Chambre nationale des métiers et de l'artisanat est une chambre consulaire chargée de questions intéressant le développement, la mise aux normes, l'accès à l'exercice des métiers et de l'artisanat. Cette chambre et les structures provinciales et locales qui en découleront assurent pour les différents usagers, artisans, apprentis et organisations professionnelles, une mission d'orientation, de guidance, de formation, de conseils, d'immatriculation, d'identification et de représentation auprès des pouvoirs publics. En marge de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année, les élèves congolais ont revendiqué leurs droits. C'était à la place des évolués à la Gombe, Toto Sungu et Saint-Augustin Saint-Gavele. C'est la place des évolués dans la commune de la Gombe qui a servi de cadre à la rencontre entre le gouvernement provincial de Kinshasa et les élèves de quelques écoles de la capitale. Cette rencontre a reçu l'appui des Sitchens qui tient à vulgariser les droits de l'enfant. En cette quinzaine de la journée de l'enfant africain, quelques membres du gouvernement provincial de Kinshasa ont répondu aux préoccupations des enfants. Les enfants ont posé des questions sur la gratuité des frais scolaires, sur l'enregistrement des enfants à l'état civil, sur le phénomène Kuluna
et de l'hygiène. Les enfants reporters ont aussi posé des questions aux membres du gouvernement provincial. Quant à la question de Kuluna, la province de Kinshasa a choisi comme thème « Enfants de la rue, enfants dans la rue ». Ta condition peut changer, l'espoir est permis, sa condition doit changer, il faut une implication efficace de tous. Les élèves ont lu un mémo destiné au gouvernement provincial pour réclamer l'application de leurs droits. Le mémo a été remis aux représentants du gouverneur, le ministre du Plan, M. Robert Louzolanou. Quand les parents sont responsables, je crois que les enfants n'auront pas à poser tous ces genres de questions. Nous devons être responsables. Des cadeaux ont été remis à la fin de la journée. Les mots qui rongent l'administration de l'urbanisme et habitat ont été soumis au ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi, par les agences et cadres de ce secteur. Érudis Kitutu. Face à face, Kaswechi et les cadres et agents du secrétariat général de l'urbanisme et habitat a débattu essentiellement les problèmes liés au bon fonctionnement de ce secteur. Les mots qui rongent le secrétariat général ne lui permettent pas d'appliquer les attributions lui dévolues par le gouvernement. L'urbanisme et habitat est rongé par des mots qui malheureusement entraînent des catastrophes sur tout le plan national. Vous êtes sans ignorer que nous connaissons des catastrophes dans ces pays, notamment des érosions par-ci, par-là, il y a des occupations anarchiques qui entraînent des morts d'hommes, il y a des inondations. C'est parce que l'urbanisme n'a pas su faire son travail jusque-là. En gros, ce sont les mots qui nous rongent en ces jours. Très attentif, le ministre des ITPR, Aménagement du territoire, urbanisme et habitat, reconnaît qu'il y a des failles de part et d'autre. Fridolin Kaswechi a rappelé aux uns et aux autres leur mission et leur part de responsabilité pour l'amélioration dignement et correctement des services en dépit d'énormes difficultés qui entravent la bonne marche de cette structure. Il faut valoriser les talents féminins. Patience Ngelikotopia vient d'enrichir le corps professoral de l'Université nationale pédagogique. Elle est désormais docteur en sciences de département de chimie, nous apprend Chimène Kamoka. La contribution à l'étude physico-chimique et toxicologique des effluents industriels de la compagnie sucrière de Kulungongo dans le Bas-Congo, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue ce vendredi 21 juin 2013 par le chef des travaux Patience Ngelinkotompia de la faculté des sciences, département de chimie, orientation éco-toxicologie. Pour le récipiendaire, cette étude lui a permis d'évaluer l'impact des rejets des déchets de la sucrière Kulungongo dans la rivière Kwilu au Bas-Congo. Il était question de déterminer les effets directs sur le gros et petits poissons et sur l'homme consommateur de cette espèce. Constat: ces déchets polluent l'environnement et contaminent surtout les poissons qui n'ont pas d'écailles. Son exposé a convaincu l'assistance, texte aéré, fluide et cohérent, et d'un apport scientifique appréciable. Et une délibération à huis clos a précédé la lecture du procès verbal du président de jury, le professeur Nsinkungu, qui l'a proclamé docteur en sciences avec la mention la plus grande distinction. Docteur Patience Ngelinkoto Mpia est la première femme docteur en sciences encadrée et qui a soutenu sa thèse à l'UPN. Deux communiqués du ministère des Transports voie des communications viennent de nous parvenir concernant la mise en fonctionnement de nouveaux bus du gouvernement. Tous les candidats contrôleurs dont les noms ont été affichés sur la liste des résultats du test final publié le 17 juin 2013 de bien vouloir se présenter au dépôt Transco de Massina ce samedi 22 juin 2013 à 8h munis de leur carte d'identité. Les absents ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Fait à Kinshasa le 20 juin 2013, le comité de suivi Transco. Toujours dans le cadre de la mise en fonctionnement de nouveaux bus du gouvernement, tous les candidats, régulateurs, caissiers, percepteurs des recettes, receveurs, conducteurs ayant satisfait au test final de sélection, ils seront engagés progressivement selon le programme de mise en exploitation des autobus. Les noms de ceux qui doivent démarrer le 30 juin 2013 sont publiés sur le site internet du ministère des Transports et Voies des Communications www.ministère-des-Transports-vc.cd et affichés à la FIKIN, au dépôt Transco à Massina ainsi qu'au bureau communal de Kalamo.
Ces derniers sont priés de se présenter ce samedi 22 juin 2013 au dépôt Transco de Massina à 9h pour le début des formalités d'embauche fait à Kinshasa le 26 juin 2013 par le comité de suivi Transco. Un communiqué nécrologique dans ce journal. La direction générale de la radio-télévision nationale congolaise et la famille des Kwaku Iwoso ont la profonde douleur d'annoncer la mort de M. Kwaku Iwoso Victor, cadre à la radio-télévision nationale congolaise, décédé ce vendredi 14 juin 2013 à l'hôpital de référence mère et enfant de Ngaba suite d'une courte maladie. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Le vendredi, aujourd'hui, 21 juin 2013, levé du corps de la mort de la clinique Bondekou, qui sera exposé sur l'avenue Kisangani, référence arrêt ICTM, dans l'enceinte de l'école primaire Saint-Mathias, commune de Makala. Le samedi 22 juin 2013, l'enterrement fait à Kinshasa. Le 19 juin 2013, la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise. Que son âme repose en paix. C'est par cette triste nouvelle que nous bouclons complètement cette dernière édition de formation de la journée réalisée par Gilles Chulumba, coordonnée par Ekinzo Ziloya Mayawel sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukou Mamengi Panji. Demain, 7h, Sylvie Moembo. Merci de votre fidélité à la RTNC.